She was swinging by the bangles in a Main Street store. A while before we met, the most dangerous angles that you ever saw. She spied her amulet, and she took a little leather for around her neck. And that was then the start, the most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart. You found your golden heart. Then we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a pendulum. Old time in my head, and he shot me with a cannonball of history. A long forgotten art, I'd be turning it over as our words ran free. I'd hold your golden heart, hold your golden heart. And nothing in the world prepared me for your heart. Nothing in the world that I love more, your golden heart, your golden heart, golden heart, golden heart, golden heart, golden heart. Every time I'm thinking of you from a distant shore, all the time I sleep, I will have a reminder that my baby wore a part of you to keep. And I'll send you all my promises across the sea. And while we are apart, I will carry the one that you gave to me. I'll wear your golden heart, wear your golden heart. Oh, nothing in the world prepared me for your heart. Nothing in the world that I love more, your golden heart. Oh, your golden heart, golden heart, golden heart, golden heart, golden heart, your golden Alors ce soir, on va essayer de se remettre dans l'ambiance de 1889. Donc imaginez que nous soyons à l'exposition universelle. Eh bien, si nous avions vécu à cette époque, nous serions bien âgés, bien évidemment. Eh bien, vous auriez été reçus non pas par Philippe Gombert, mais vous auriez été reçus par Jean-Charles Alphand, qui était le directeur, le président de cette exposition universelle. Eh bien, je vais reconstituer cela et nous allons accueillir Jean-Charles Alphand et c'est lui qui va être un petit peu le fil conducteur de la soirée avec, vous allez voir, pas mal de surprises, d'événements qui se sont passés à ce moment-là, en 1800. Monsieur le directeur, je vous présente vos hôtes.
Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Je me présente, je m'appelle Jean-Charles Alphand et je suis le directeur de l'exposition universelle de 1889. Vous ne me connaissez pas? J'ai vu. Dommage, car je suis un personnage incontournable de la vie du 19e siècle. À qui aime cette belle ville au monde? Paris. Allez tiens, je vais vous en dire un peu plus sur moi. Diplômé de l'école polytechnique et des ponts et chaussées, je suis ce que l'on appelle un haut fonctionnaire. Et oui, pardonnez-moi, mais il en faut. Comment? Et oui, madame. Il en faut. Point trop n'en faut, mais un peu quand même. Et permettez-moi d'en être un de ceux-là. Vous le permettez? Merci, madame. Avec mon ami et confrère Eugène Belgrand, ainsi que le jardinier Jean-Pierre Barrier Deschamps, nous sommes chargés de la rénovation de Paris sous la direction du baron Haussmann de 1852 à 1870. Et c'est à ce titre qu'on nous doit notamment l'avenue de l'Observatoire, l'avenue Richard Lenoir, les jardins des Champs-Élysées, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le parc Monceau, le parc Montsouris et même le square des Batignolles. À la chute de Napoléon III et au renvoi du baron Haussmann, son successeur, Léon C, me charge de la direction des travaux. À ce titre, je reprends donc l'œuvre. Je suis chargé des fortifications et des forts avancés, ainsi que l'aménagement des jardins du Trocadéro pour l'exposition universelle de 1887. Et ce soir, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir à bord du camion Patrimoine et Terroir, l'une des vedettes de cette exposition. Et c'est donc tout naturellement que le gouvernement de l'époque m'a chargé des travaux préparatoires à cette exposition. Et que je suis tout naturellement son directeur. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. Et tous les acteurs vont s'aligner. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parfait. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'allumer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important, ça va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort. Nous avons changé de décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Ce soir, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir cette exposition, la plus belle de tous les temps. Et j'en suis fier car c'est un peu mon enfant. Mais avant de vous y emmener, j'attends un hôte de marque, le président Sadi Carnot. Vous connaissez? Non? Bien, il est grand temps de faire sa connaissance. Il est issu comme moi de l'école polytechnique et des ponts et chaussées, d'où il sort d'ailleurs major de sa promotion. Il devient député de la Côte d'Or en 1871 et occupe des postes de hauts fonctionnaires, notamment au Conseil. Et c'est suite à la démission de Jules Grévy qui devient président de la République le 3 décembre 1887. Et ce soir, mesdames et messieurs, il nous fait l'honneur d'inaugurer cette exposition universelle, la 4e à Paris, après celle de 1855, de 1867, de 1887 et celle qui va célébrer les 100 ans de la Révolution française. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir comme il se doit, le président Sadi Carnot.
sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour mon cher ami, je suis très heureux d'être parmi vous pour marquer le début de cette exposition qui, je pense, marquera tous les esprits. Pendant quelques mois, Paris et la France vont être le centre du monde moderne et cela ne peut que me réjouir. Merci, Monsieur le Président. Et permettez-moi de vous présenter à quelques amis qui vous attendaient avec impatience pour découvrir cette exposition universelle qui, je l'espère, comme vous, restera dans les mémoires. En tout cas, sachez que je suis très honoré de lancer cette exposition qui est placée sous le thème de la Révolution française, dont mon grand-père, le grand Lazare Carnot, fut un des hommes les plus importants. Il fut d'ailleurs un grand mathématicien et physicien avant que n'éclate la Révolution française et qu'il se lance en politique. C'est dire l'émotion qui m'étreint en ce moment même au moment de lancer cette exposition. Je pense à mon grand-père, cet homme extraordinaire, qui fut même surnommé l'organisateur de la victoire. Alors, Monsieur le Président, êtes-vous prêt? Je suis prêt, par quoi commençons-nous? Par une coupe de champagne, Monsieur le Président, enfin, si vous voulez bien. Et d'ailleurs, nous allons apercevoir tout à l'heure quelque chose d'absolument incroyable, dans le grand pavillon des marques de champagne, où Eugène Mercier nous attend. Ah, vous titillez ma curiosité. Et j'en suis très heureux. Mais pour l'heure, laissons ces quelques bulles chatoyantes caresser nos balais. Je vous suis. Et d'ailleurs, je vais vous présenter donc le chef de ce soir, qui a réalisé pour vous un menu en votre honneur, plein de prouesses. Eh bien, je suis touché par toutes ces marques de sympathie, surtout en cette époque troublée. Chef, bonsoir. Bonsoir. Alors je vais venir vous expliquer l'entrée. Alors pour commencer, vous allez avoir un pain d'épices. Avec ce pain d'épices, vous aurez un chutney de rhubarbe qui a été infusé en fin de compte avec de la verveine à l'intérieur, légèrement sucré pour faire l'acidité de la rhubarbe. Et avec ceci, à la fin de cuisson, nous allons rajouter des fraises. Avec ceci, vous aurez le foie gras. Donc le foie gras, nous l'avons fait la veille. Nous l'avons déveiné, assaisonné, sel, poivre, sel nitrité, un petit peu d'armagnac. Et ensuite, nous l'avons cuit dans une terrine à 80 degrés au four, dans un gaz froid avec de l'eau. Avec ceci, vous aurez une fleur de capucine qui est comestible. Voilà, bon appétit. Merci. Donc voilà, pour accompagner votre foie gras, donc le champagne Mercier demi-sec rosé. Voilà. Je vous présente les bouteilles parce que vous n'avez pas la chance d'en avoir sur table ce soir. Malheureusement. Moi je les garde. Voilà, donc champagne demi-sec. Donc je vais passer à l'analyse sensorielle. Alors le champagne demi-sec rosé Mercier, donc au niveau des cépages, on est sur 60% de pinot noir et 40% de pinot meunier. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un cépage? Hormis Monsieur Mercier. Personne? Cépage, tout à fait. Et donc on peut varier les cépages pour certains vins qui donnent des arômes différents pour chaque maison. Donc en France, nous sommes bien évolués sur tout ce qui est vin et ça se diversifie. Voilà ce que c'est. On peut applaudir monsieur. Parce qu'il est à l'école, c'est pour ça qu'il sait. Donc, on va passer à l'analyse sensorielle. Alors bon, je ne vais pas demander à quelqu'un, je ne vais pas faire ça toute la soirée. Donc, ça se déroule en 3 phases. Donc, tout d'abord, le visuel.
Donc on voit la couleur du vin, la robe, etc. Ensuite, on a le nez, donc le premier et le deuxième nez. Et donc ensuite, on passe à la dégustation. Je la fais, elle est facile, la meilleure face. Voilà. Et puis après, ce sera à vous de déguster ce vin en essayant de reproduire les 3 phases que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, le visuel. Donc je vais passer, vous montrer à chaque table. Donc là, on est quand même sur une couleur assez cuivrée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc pourquoi j'utilise un litho blanc? Parce qu'on voit mieux donc sur fond blanc. Non, c'est pour plus tard, monsieur. On voit mieux sur fond blanc, d'accord? Donc éventuellement, essayez de cacher avec vos serviettes si vous en avez des blanches, ceux qui en ont la chance. Voilà. Et voilà. Donc comme je l'ai dit, une couleur cuivrée, bien rosée avec de beaux reflets cuivrés également. La deuxième phase de la dégustation, donc ce qu'on appelle l'analyse olfactive. Donc le premier nez et le deuxième nez. Alors le premier nez, on sent sans faire tourner. D'accord? Les gens ont tendance à directement faire tourner le vin. Ça c'est plus pour le deuxième nez. D'accord? Donc là on est plus sur des notes de mûr, d'accord, fruits rouges. Voilà, fruits rouges, mûrs, comme je vous l'ai dit, un peu de fraise. Et donc là le deuxième nez, d'accord. Donc je fais tourner. Alors pourquoi on fait tourner? C'est pour que les arômes s'évaporent. Et là, on va vraiment ressentir tous les arômes du vin. Donc, on retrouve toujours cette mûre, les arômes de fruits rouges, et également un petit peu un arôme de fraise un petit peu cuite, on va dire. Voilà, vous allez voir, c'est particulier, mais beaucoup de fruits rouges. Et donc, la troisième phase de dégustation, la meilleure, donc l'analyse gustative. Alors pour l'analyse gustative, je suppose qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin dans la salle, donc ce qu'il faut c'est bien envelopper le vin, bien faire, on va pas dire, voilà, merci, on va bien faire tourner le vin dans sa bouche pour en ressortir tous les arômes, d'accord? Et faire rentrer un petit peu d'air dans sa bouche. Là, vous allez avoir tous les arômes qui vont ressortir. Et c'est là que vous allez vraiment apprécier le vin. Alors, on a un vin qui est très onctueux en bouche, délicat, une bonne longueur en bouche également, ce qui est très appréciable. On retrouve ces arômes de fruits rouges, donc on en a eu au premier nez, également une légère pointe d'acidité, ce qui n'est pas du tout désagréable. Alors pourquoi on a choisi ce vin? C'est un vin donc, avec sa longueur en bouche, qui va très bien s'accorder avec le foie gras que vous allez avoir d'entrée. Mais on aurait pu le mettre sur autre chose, par exemple un dessert à base de fruits rouges. Comme on a beaucoup d'arômes de fruits rouges, ça se serait très bien accordé. Et également sur des plats un petit peu épicés. Ça aurait été un accord aussi extrêmement judicieux. Mais voilà, vous allez vraiment apprécier ce soir avec votre foie gras. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation.
Ah, Mais de règle, Monsieur pourquoi Alphonse, après cette douce entrée en matière, où allez-vous nous emmener? Au palais des machines, monsieur le président. Ah, j'en ai beaucoup entendu parler. Cela ne m'étonne guère, tant il regorge d'innovations et de surprises. Eh bien, je vous suis. Allons-y. Mais avant d'y pénétrer, monsieur le président, il faut que je vous dise quelque chose. Je vous en prie. Dès le seuil, vous serez étourdi par le bruit énorme qui règne dans toute la nef du palais. Ce ne sont que passements de vapeur, sifflets stridents, coups de marteau, grincements de scie, bref, toute la vie industrielle concentrée dans cette magnifique structure métallique de 420 mètres de long sur 100 mètres de large. Ah, eh bien, cette construction relève du tour de force. Oui, elle relève en effet du prodige, monsieur le président. Chacun des architectes et des inventeurs a laissé libre cours à sa folie géniale, sa folie jubilatoire qui nous entraîne aux confins du démesurable. Eh bien, Dieu que c'est impressionnant. Et à qui devons-nous ce palais de toutes les inventions? À Fernand Duterre, monsieur le président. D'aucuns considèrent ce palais comme le plus beau. Monsieur Wiseman, subjugué par sa beauté incroyable, le compare même à une cathédrale du 19e siècle. Que de compliments, mais il est vrai qu'on ne s'entend guère ici. Vous avez raison, monsieur le président, mais nous allons traverser pour rencontrer un autre prodige, de ceux qui font le renom de notre pays. Eh bien, vous aviez raison. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit. Ah oui, monsieur le président, mais le progrès ne va pas sans quelques petits inconvénients. Mais qui va-je arriver là? Ah mais c'est incroyable! Monsieur Alphonse, vous ne me laissez pas dans l'expectative plus longtemps. Qui avez-vous donc vu? Paul Verlaine, monsieur le président! Paul Verlaine? Mais quelle surprise! L'auriez-vous fait exprès? Oh, certes non, monsieur le président, je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Saviez-vous que Monsieur Verlaine était mon poète préféré? Oh mais je l'admire également beaucoup, même si pour ma part je lui préfère monsieur Rimbaud. Aurions-nous le temps de nous arrêter quelques instants pour écouter le chant du poète? Mais nous allons le prendre, monsieur le président. Monsieur Verlaine, mais quel heureux hasard! Eh bien, monsieur, sachez qu'il n'y a jamais de hasard. Je savais que vous étiez ici, vous et le président, monsieur Carnot. Et d'ailleurs, mes pas m'ont lentement conduit jusqu'à vous, pour vous serrer la main. J'aime ces rencontres improbables qui font de la vie une agréable errance. Monsieur Verlaine, vous êtes un poète fantastique. Votre prose sonne comme une douce ballade où les mots sont des notes. Monsieur le président, fantastique, fantasque. Les deux, monsieur Verlaine, et plaise au ciel que vous me perdiez l'un ou l'autre. Monsieur Verlaine, que vous inspire cette exposition? Eh bien, je ne sais pas encore. J'hésite entre la folie du progrès industriel ou bien le génie de l'imaginaire humain. Mais les deux ne pourraient-ils pas cohabiter, monsieur Verlaine? Oh, peut-être bien, peut-être bien. Monsieur Verlaine, vos énigmes sont pour moi une source de réflexion. Tant de compliments qui me transportent à l'égresse. Mais comme vous le savez, j'incline le plus souvent les mélancolies. Mais tenez, je vais vous offrir mes derniers vers en l'honneur de cette journée nouvelle. Le soleil du matin de ce manchevêt d'or, les seigles et les blés, tout humides. Et l'azur,
à garder sa fraîcheur de la nuit. On sort, sans autre but de sortie. On suit. Le long de la rivière, aux vagues herbes jaunes, un chemin de gazon que portent de vieux os. L'air est vif. Par moments, un oiseau vole avec quelques fruits de l'ail, quelques pailles au bec. Et son passage survit à son passage. C'est tout. Mais le songeur aime ce paysage dont la claire douceur a su le caresser, son rêve de bonheur amoureux. Et bercer le souvenir charmant de cette jeune fille, blanche apparition, qui chante et qui scintille, dont rêve le poète et que l'homme chérit. Évoquant ses voeux, dont peut-être en sourit la compagne qui enfin il a retrouvée, et l'âme que son âme, depuis toujours, pleure et rêve. Magnifique, monsieur Verlaine. Merci. Ah, mais je ne peux qu'être d'accord avec vous, monsieur le président. Mais il faut moiter, car d'autres merveilles nous attendent. Je vous suis. Monsieur Verlaine, au plaisir de vous revoir. Qui sait, monsieur le président, qui peut dire ce que sera demain, sinon notre destin? Et nous ne le connaissons pas. Et c'est peut-être bien ainsi. Je me suis égaré quelque peu, emporté par la magie des rimes et le rythme des mots. Et puis tiens, il est bon de s'évader un peu. C'est le calvaire sévère du poète et de ses vers. Envers et contre tout, le poète s'évertue à trouver ses vers. Sans tergiverser, il reste ouvert été comme hiver. Tout l'inspire. Assis dans un verger verdâtre, il observe l'air pervers d'un pivert picorant sans vergogne à vers de terre. Il prend de la hauteur et, en auteur vertueux averti, convertit seul la véracité de cette scène envers et contre tous. L'écriture est son univers, sa perversion. Il versifie sans se diversifier, regardant les mots de face, de travers, les posant à l'endroit, à l'envers, rimant en vers rapide ou en vers lent. Vers l'an 2000, il doute. Il se dit qu'il est en train de passer au travers. Ses parents l'avaient averti, ils ont une aversion pour ses vers. Ça, il l'a découvert, des fois même, il en persévère. Mais, malgré un persévère, il persévère et décide de mettre fin au calvaire. Il se tourne vers une maison de disques, véritable pari vers un nouvel univers. Il fait confiance en la verve de son stylo et attend de voir ce que ses propres vers disent. Il s'avère qu'il obtient un rendez-vous, le jour de son anniversaire. Il s'est bien couvert car, dehors, il pleut à verse. Le trop poète est sagittaire, aujourd'hui, Dame Nature et Verseau. Vers 7 heures, dans son blouson vermillon, il arrive devant ce grand immeuble de verre. Il appréhende, se sent tout petit, rabougri, comme une verge effarouchée. L'hôtesse d'accueil lui dit qu'il est attendu, au 6e étage, bureau 666. Dans l'ascenseur, il se dit qu'il va peut-être enfin mettre une fin à ce salivaire. Il a la gorge sèche, la pression bloque ses glandes salivaires. Il arrive, devant la bonne porte, pose la main sur la poignée. Ici, tout est vert. La moquette est verte, les rideaux sont verts, les tables et les chaises sont vertes. Et lui, il a le vertige. Face à lui, un homme. Le poète sent que c'est une vermine. Il est habillé comme un ado, mais il doit avoir sa carte vermeille, ça l'émerveille. Il a la peau vérolée et un œil de verre. Il dit à notre poète qu'il a vu ses vers. Il pense qu'il a du talent, mais qu'il n'est pas encore assez mûr, peut-être trop vert. Il invite à revenir l'hiver prochain. Pour l'instant, miser sur lui serait perdre de l'argent. Quand il a fini de déverser tous ses arguments renversés, notre poète se lève, sans un mot, pour sortir et quitter ce sale univers. Il garde la tête haute et le cou droit, mais il a pris un revers. Et même si pour l'instant il rit jaune, en fait, il est vert. Ce soir, il est à deux doigts de se laisser pervertir et de casser quelques vertèbres à cette vermine. Mais finalement, il décide de ne pas rajouter un nouveau fait divers classé à cet hiver déjà rude. Ce soir, il troquera sa tasse de verveine contre un verre de vermouth, avant de retirer son pull au vert et de se remettre à ses verres, sa façon à lui de se mettre au vert. C'est vrai qu'il n'a pas été verni, que l'ascension n'a pas été verticale. Mais il sait
qu'un jour il trouvera la clé de ce verrou. Et alors, il pourra se mettre à courir, même s'il ne sait encore vers où. Il a confiance en l'avenir, en sa plume, en son style versatile. Il s'évertue, même sans revolver, il faut que s'évertue. Alors, ce soir, pour lui et pour ses vers, pour son calvaire sévère, je lève mon verre, malgré ces quelques heures noires, pourvu que ses vers durent. Monsieur le Président, j'étais très inquiet. Mais je me doute, monsieur. Mais comment ai-je pu vous perdre comme cela? Comme cela, simplement et justement, puisque vous êtes beaucoup pris. Mais je suis ravi, cela m'a permis de m'évader et de prendre quelques instants bucoliques dont je n'ai pas souvent le loisir de prendre, de saisir. Oh, Monsieur le Président, je vous présente toutes mes confuses. Mais vous avez tort, monsieur. Ces moments furent agréables et délicieux. Mais ils m'ont ici donné faim. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, je vois notre chef qui arrive avec une autre bien belle surprise. Je vais commencer par vous expliquer la volaille. Donc la volaille, nous l'avons mentionnée. Donc vous trouvez le petit bout qui dépasse au bout de l'os, pareil, pour enlever la graisse sur les côtés. Et ensuite, nous l'avons pris au four à 180 degrés. 180 degrés dans un bouillon de volaille. Dans un balcon que nous avons passé 10 minutes à 180 degrés, éteint le four, puis laissez tomber en température tout dessous. Avec ceci, vous aurez des râtes. Les râtes ont été blanchies, égouttées, et puis cuites au four à 200 degrés, avec la graisse du foie gras. Un petit peu de thym, un petit peu d'ail, et voilà. Ensuite, vous aurez la sauce suprême. La sauce suprême est tout simplement un bouillon de volaille, réduit, crémé, de nouveau réduit, puis lié. Voilà. Pour le poisson, le saumon, il sera cuit à 120 degrés avec un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Avec ceci, vous aurez une purée de carottes. La purée de carottes a été cuite avec du jus d'orange, donc mi-jus d'orange, mi-eau. Avec ceci, les cassons cuites, vous gardez le jus. Vous faites réduire le jus et vous l'incorporez à la purée une fois mixée. Pour donner un petit soupçon de plus de jus d'orange, parce que, en fin de compte, même en l'épuisant avec le jus d'orange, vous n'aurez pas le goût de l'orange. Avec ceci, vous aurez un flan d'asperges. Le flan d'asperges est un appareil avec la bêtise, avec des asperges cuites à l'anglaise et mixées. Avec ceci, vous aurez une sauce à l'oseille. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation. Alors, mesdames, messieurs, pour ce plat, nous allons passer au troisième vin de cette soirée. Champagne qu'on peut également appeler vin, je précise. Alors, ce champagne, vous le connaissez un petit peu, parce que c'est celui que vous avez eu tout à l'heure à l'apéritif. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perles de rose. Ah, voilà, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ceci est un champagne brut, donc cuvée du fondateur. Et comme l'a si bien dit mon collègue Florian, donc ça par contre sur les fiches de notation, entre parenthèses, vous ne notez pas qu'il a fait c'est pas de la soirée. Donc les trois principaux cépages, donc le pinot noir, qu'on retrouve à 55%, le pinot meunier, 35%, et le chardonnay, 10%. Voilà, pardon, excusez-moi. Bien fait voir la bouteille. Voilà, vous l'avez quand même vu tout à l'heure à l'apéritif. Mais je la remonte, champagne, donc, comme vous l'avez bien vu tout à l'heure. On est sur une couleur plutôt jaune or. D'accord. Quand même assez intense. Voilà. Avec une belle robe. Des reflets plutôt clairs, d'accord, sur les côtés. Que vous verrez mieux tout à l'heure en le faisant. Voilà. Donc la deuxième partie donc, de la dégustation, l'analyse olfactive. Donc le premier nez, pardon. Donc là on est sur des arômes de fruits blancs,
un petit peu de cannelle. Le deuxième nez. Donc on retrouve ces arômes de cannelle. Et également un petit peu de vanille, donc qui vient compléter cette analyse olfactive. Et donc pour terminer, l'analyse gustative. Donc là on est sur des arômes un peu plus fruits blancs, comme la pomme. C'est un vin en bouche qui est charnu, intense, qui a une très bonne persistance. Et même sur la fin, on peut noter quelques arômes d'agrumes qui apportent une légère acidité. Et voilà, un vin qui est quand même assez long en bouche, qui est assez intéressant. Donc ça c'est un vin champagne, je vais dire maintenant, qui s'accordera très bien avec les deux plats de ce soir. Donc avec ces arômes intenses, un petit peu charnus, une pointe d'acidité, donc voilà, qui viendra relever les deux plats. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Alors, monsieur le Président, pour nous aussi votre visite. Eh bien oui, je vous en prie. Je vais
de merveille en réussite et la journée ne fait que commencer. Oh, puisse le reste de votre visite vous plaire tout autant. Et je ne doute pas une seule seconde qu'il puisse en être autrement. Oh, merci Monsieur le Président. Vos compliments me touchent. Mais ce ne sont pas des compliments. Cette exposition est vraiment une réussite. Mais... Ah bah voilà, je l'avais mal vu. Qu'est-ce donc que cette architecture de flèches d'études? C'est la tour de 300 mètres de Monsieur Gustave Eiffel. Incroyable. Mais bien réel, Monsieur le Président. Je n'avais jamais rien vu d'aussi stupéfiant. Cela est normal, car c'est le monument le plus haut du monde. Le monument le plus haut du monde. Ah là là. Vous savez, j'avais beaucoup entendu parler de ceci, mais là, ça dépasse entendement. Nous atteignons le démentiel, nous frisons le déraisonnable. Mais, Dieu que c'est beau. Oh, Monsieur le Président. Et permettez-moi de vous présenter l'homme que tout le monde entier nous envie. Oh, je ne vous permets pas, non, non, je vous le demande. Monsieur le Président, voici Monsieur Gustave Eiffel. Monsieur Eiffel, je suis proprement ébahi par votre création, qui, me semble-t-il, est un défi aux lois de l'équilibre. Eh bien, Monsieur le Président, c'est le plus grand défi jamais tenté. Oh, certes, monsieur, le défi le plus grand jamais tenté. Et comment avez-vous réalisé cela? Je l'ai réalisé en 2 ans, 2 mois et 5 jours, Monsieur le Président. 2 ans, 2 mois et 5 jours, incroyable. Vraiment incroyable. Ah, je souscris aux paroles du Président, Monsieur Eiffel. Et moi-même, je sais ce que ce défi a représenté. Mais pourriez-vous être plus clair et dire au Président combien ce défi représente véritablement et ces 2 ans et quelques de travail? Si vous insistez, Monsieur Alfort. J'insiste en effet, car les chiffres avancés donnent le vertige. Eh bien, Monsieur le Président, la tour est fabriquée en métal pudelé. Elle s'élève à 317 mètres et se compose d'une bagatelle de 18 000 pièces de métal et 2 500 000 rivets. Prodigieux, vraiment prodigieux. Il a dû falloir beaucoup d'ouvriers pour en venir à bout. Et pas tant que ça, Monsieur le Président, car nous avons organisé le travail de manière que les ouvriers du chantier n'aient pas trop de besogne sur place et qu'ils tiennent les délais qui étaient très courts pour une entreprise d'une telle ampleur. Qu'est-ce à dire, monsieur? Seulement 512 ouvriers, Monsieur le Président, car ces 18 000 pièces ont été fabriquées par le plus grand mécano du monde, millimétrées, numérotées et parfois même assemblées par portion de 5 mètres depuis les usines de Levallois. Parfaitement imaginé. Monsieur Eiffel, je suis stupéfié et impressionné par votre science de l'organisation. Il en fallait, Monsieur le Président. Mais n'aviez-vous pas trouvé un meilleur endroit où réentreposer cette œuvre? Je me suis laissé entendre dire que vous aviez rencontré quelques petits problèmes d'infiltration d'eau. Et on ne vous avait pas menti, Monsieur le Président, car le Champ de Mars est un terrain militaire. Et seul, le parc près de la Seine, appartient à la ville de Paris. Alors j'ai pensé que si je ne voulais pas démonter la tour juste après l'exposition, afin de libérer le terrain militaire, seul cet emplacement était possible. Ah, vous avez fort bien fait. C'est vrai qu'il est inconcevable de démonter ce chef-d'œuvre une fois l'exposition terminée. Sachez, Monsieur le Président, que j'ai dû arracher la jouissance d'exploitation pour 20 ans, et seulement pour 20 ans. Nous verrons bien, Monsieur Eiffel. Vous savez, l'avenir est quelquefois capricieux et toujours surprenant. Il faut boiter, Monsieur le Président, car nous sommes attendus en d'autres lieux. Monsieur Eiffel, je vous félicite de nouveau pour ce chef-d'œuvre et pour avoir avec brio défié les lois de la pesanteur. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Alphand, où allez-vous nous emmener dès à présent? Au village Nègre et ses 400 indigènes. Qu'est-ce donc que cette idée saugrenue? C'est l'une des attractions de l'exposition. Elle est située dans une cité exotique, édifiée sur le champ de Mars, dans le pavillon consacré aux colonies et protectorats français. Je vais de surprise en surprise. On m'avait dit que cette exposition était unique. Eh bien, je me rends compte qu'on ne m'avait pas menti. Et vous allez même pouvoir y apprécier le Wild West Show de Monsieur Buffalo Bill. Ce spectacle, qui retrace la vie du Grand Ouest américain, connaît un grand succès. Et d'ailleurs, ne serait-ce pas le grand Buffalo Bill qui arrive? Ah mais oui, effectivement. En personne. Regardez encore plus quand il est assis sur son cheval. Hicham. Droit comme un i. Bonjour, monsieur Cody. Pardonnez-moi, monsieur le président, il faut que je vous laisse car j'ai quelques détails à régler pour votre dîner d'inauguration que vous allez présider ce soir. Wow, vous me connaissez? Je suis très honoré, Mr. President. I'm very glad to meet you. Oh, je suis désolé, monsieur Cody, mais je ne parle pas la langue de Shakespeare. Oh, sorry, Mr. President. Je vais donc essayer de parler votre langue. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter Miss Penny Oakley, la petite femme aux tiercures, comme l'a surnommé mon ami le grand Sitting Bull. Je suis ravi, madame. Et je ne m'attarderai pas à vous rencontrer en duel. Ah, yeah. Moi non plus, je ne m'y risquerai pas d'ailleurs. Monsieur Cody, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et je dois vous dire que j'ai du mal à différencier la réalité de la légende, puisque vous êtes désormais une légende vivante. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites là, Mr. President. Ne vous faites pas prier et racontez-moi une de vos aventures qui vous a valu cette légende. Bien, tiens, tout d'abord, d'où vous vient ce surnom de Buffalo Bill? Ah, ça c'est une grande histoire. J'ai toujours été un grand chasseur de bisons. Et du reste, je fournissais les employés des chemins de fer de Kansas Pacific. Un jour, un des employés, un dénommé Bill Comstock, me provoqua dans un duel bien singulier. Je le battais en tuant 69 bisons contre 48 en une journée. Voilà tout. Depuis ce jour, tout le monde m'appelle Buffalo Bill. Et je vous avoue, cela ne me déplaît pas. Magnifique histoire, belle histoire. Je vous avoue aussi que si je l'avais entendu de la bouche d'une autre personne, j'aurais cru à l'invention. Et vous, Madame Cody, Madame Oakley, pourquoi avez-vous décidé de suivre Monsieur Cody? C'est parce que le show qu'il me proposait était very interesting. Et j'ai toujours eu envie de visiter Europe. Ah, d'accord. Et êtes-vous une tireuse d'élite, comme on dit, une fille gâchette dans l'Ouest américain? Je crois que l'on peut dire ça, Monsieur le Président. J'ai beaucoup entendu parler de vos exploits, et il me laisse d'ailleurs pantois. Oui, je sais. Mrs. Oakley, à 28 mètres de distance, touche 4472 des 5000 boules de glace lancées en l'air. À cette même distance, elle coupe une carte à jouer en deux de son côté le plus fin. Essayez, Mr. President. Je peux en tirer confiance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oh, you're welcome. Of course, Miss Oakley. Eh bien, si le temps me le permet et mes charges également, je vous promets que je viendrai assister à votre spectacle. So, see you later, Mr. President. Oh, Mr. Cody, mais ne m'avait-on pas dit que le grand Sitting Bull faisait partie de votre spectacle? Yeah, vous êtes bien informé, Mr. President. Sitting Bull participe au Wild West Show depuis 1885 aux États-Unis et au Canada. Mais il n'a pas été autorisé à venir en Europe. Et nous le regrettons beaucoup. Ah oui, c'est très dommageable, je suis d'accord avec vous. Tiens, je vois Monsieur Alphand qui revient. Je vais devoir vous laisser, mes amis. Au revoir, Mr. President, et à très bientôt dans notre Wild West Show. Et pour vous remercier de nous avoir accueillis à cette grande manifestation, nous allons vous donner un petit échantillon de notre spectacle.
If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my loneliness, give me your tomorrow. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson now. Well, go on down to Jackson. Go ahead, pick yourself. Go play your hand, you keep talking, man, make a big song of yourself. Yeah, go to Jackson. Go comb your hair. I'm going snowball Jackson. See if I can. When I breathe in my Oh là 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 là. Monsieur Alphand, ne vous ai-je pas trop fait attendre? Oh, nullement, monsieur le président, j'avais quelques détails à régler. Et vous, allez-vous apprécier votre rencontre avec monsieur William Cody? Oh oui, vraiment. Ce personnage est tout à fait poétique et surprenant. Et son spectacle est vraiment une véritable réussite depuis qu'il l'a créé. Et il est même devenu une légende vivante. Mais ne pensez-vous pas qu'un tel succès doit être lourd à porter? Oh, enfin, peut-être, oui, pour toute autre personne autre que monsieur William Cody. Mais lui ne doit pas l'air d'en souffrir beaucoup. Eh bien, tout cela m'a donné faim. Ah oui, vous avez raison, monsieur le président. Maintenant que vous le dites, je sens mon estomac gargouiller quelque peu. Donc ça, c'est son caverneux que j'avais entendu? Oh, ok, monsieur le président. Oh, un peu de distraction de temps en temps ne fait pas de mal. Oui, vous avez raison. Tiens, j'appelle notre chef. Le bruit de mots, le bruit de mola, le bruit d'énergie et le coup de main. Tous les bruits sont d'origine fermière. Une fermière signifie que les personnes ont leur propre élevage et ont au moins 150 bêtes. Avec ceci, vous avez un petit bestiole de salade et une vinaigrette à base de miel, de vinaigre de xérès et d'huile de noix. Voilà, bonne dégustation.
Au pavillon des grandes marques de champagne. Vous me prenez par ma faiblesse et jouez de mon péché mignon. Oh, et qui est le mien également, monsieur le président. Eh bien, comme ça, je me sentirai moins seul. Monsieur le président, c'est pour une toute autre raison que je vous emmène là-bas. Laquelle, mon ami? Eh bien, il y a dans ce pavillon un homme haut en couleur, un visionnaire, un génie de la communication. Eh bien, je dois être quelqu'un de très impressionnant pour que vous emballiez de la sorte. Cela ne vous ressemble pas, mon ami. Et il l'est assurément, monsieur le président. Eh bien, comment? Eh bien, vous parlez avec tant d'éloges de lui que j'ai hâte de le rencontrer. Cela ne va pas tarder, monsieur le président. Je le vois qui arrive. Sans doute vous a-t-il reconnu. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Mercier. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Mercier. Monsieur le président, je vous présente Eugène Mercier, le fondateur de la maison de champagne qui porte son nom. Monsieur Mercier, monsieur Alphonse m'a parlé de vous avec tant d'éloges qu'il me tardait de faire votre connaissance. Oh, c'est bien trop d'honneur, messieurs, pour le modeste vendeur de boissons que je suis. Boisson, certes, mais boisson des princes ou nectar des dieux. Ah, le champagne le fut, en effet. Mais je tire ma plus grande fierté d'en avoir fait une boisson pour tous. Expliquez-vous mieux, monsieur Mercier, afin d'enlever les points d'interrogation qui obstruent ma pensée à l'instant. Il est vrai, monsieur Mercier, que vous gagnerez avec logique ici, car j'ai moi-même l'impression d'être dans une bonne cognitive passagère. Je vais tâcher, messieurs, de lever tout cela. Mais venez donc voir mon foudre, qui est l'objet de mon propos. Et bien bel objet en vérité. Imposant, il impose autant le respect qu'il en suscite l'envie. Ce foudre pèse 20 tonnes. Il contient l'équivalent de 213 000 bouteilles, soit 160 litres de ce breuvage que vous semblez tant apprécier. Oh oui, que nous apprécions assurément, mon ami. Désirez-vous une coupe de champagne, messieurs? Avec plaisir. Mais avec grand plaisir, monsieur Mercier. Très bien. Mon petit Emmanuel, veux-tu venir nous servir une coupe de champagne? S'il te plaît. Alors, je vous présente mon arrière-petit-fils qui reprendra ou a repris la maison. Alors, tu veux dire un mot, chanter une chanson? Chanter une chanson, je veux bien, mais il n'y aura plus personne dans la salle. Donc, je vais chanter parce que je chante faux. Ben, ça dépend ce que c'est. Mais si c'est pour buvons à coups, il n'y a pas de problème. Ah, moi je pensais... viens boire un petit coup à la maison. Viens boire un petit coup à la maison. Tu es très beau, je suis merci. très heureux, Merci. mais il te manque un peu de moustache. Ah oui, non, mais ça, je me suis rasé quand même avant de venir. Alors, si tu veux, tu as les coupes ici, et puis tu as notre champagne derrière, mais léger quand même. Léger. Parce que après. Faut que je sache Alors, tout le monde. Ah non, juste Monsieur le Président Carnot et puis Monsieur Alphand. Monsieur le Président. Pas beaucoup, parce qu'il faut boire avec modération. Oui, avec modération. Ah ben oui. Vous avez de la route. Merci, monsieur Mercier. Mon papy, tu Oui. bois à qui? Mais tu peux te servir aussi, hein. Ah, N'hésite pas. tu
sais que je suis né dans la cuve. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Bien oui, que je ne l'ai pas connu. Mais tu étais si polisson qu'un jour tu m'énervais. Messieurs, dames, il m'énervait. La cuve était à côté. Il m'a énervé, je lui ai mis un coup de pied au cul, il est tombé. Et voilà. Voilà comment la maison continue d'être depuis tant d'années. Petit enfant. Eh bien, Monsieur le Président, je constate avec plaisir que le champagne vous sied. Oui, vous avez raison, mais c'est pour ça que je le bois avec modération. Ah, vous avez bien raison, Monsieur le Président. Le champagne doit toujours rester synonyme de plaisir, de joie et de fête. C'est comme cela que l'on l'apprécie le mieux. Vous parlez d'or, Monsieur Mercier. Ah, je le sais, car je l'ai essayé de multiples façons. Mais la meilleure reste de le laisser couler lentement pour que ces fines bulles chatoyantes viennent caresser votre gorge tout en vous laissant une douce sensation. Je vous avais prévenu, Monsieur le Président, que Monsieur Mercier était un fabuleux communicant. Et un bien joli conteur aussi. Mais revenons à nos propos. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire du champagne une boisson pour tous. Tout à fait, Monsieur le Président. Et c'est pour cela que j'ai fabriqué ce foudre, pour faire des assemblages en grande quantité et ainsi abaisser mes coûts de production. Eh bien, je vous félicite pour cette entreprise autant généreuse que stupéfiante. Merci, Monsieur le Président. Et j'espère que vous me ferez l'insigne honneur de venir visiter mes caves à Épernay. Je le ferai, je vous promets. Je vous ferai parcourir mes 47 galeries et mes 18 km de caves en carrosse, au milieu de 100 000 bougies. Ne plaisantez pas, Monsieur Mercier, je saurais vous prendre au mot. Mais je ne plaisante pas, Monsieur le Président. Si vous venez, je ferai exactement ce que je viens de vous dire. Et il le fera, Monsieur le Président. N'en doutez pas. Cet homme n'est pas un défi près. Et quand on ne lui lance pas, il se les lance lui-même. N'exagérons rien tout de même. Comment cela exagérer? Mais mon ami, vous êtes une exagération permanente. Je pense que Monsieur Alphand vous tient en très haute estime. J'en suis presque gêné, Monsieur le Président. Monsieur Mercier, pourriez-vous expliquer au Président comment votre foudre est arrivée à Paris? Cette épopée incroyable mérite vraiment d'être contée. Eh bien voilà. Quand j'ai eu vent de l'exposition universelle, je me suis interrogé sur la meilleure façon d'y être présent. Et c'est là que l'idée du foudre a germé dans mon esprit. D'autant plus que cela me permettait de démocratiser ce vin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, cette idée a fait son cours, si je peux en juger par les résultats probants. Oui, je me doutais bien que le déplacement de ce foudre à Paris ne serait pas chose aisée. Il a tout d'abord fallu sortir le foudre de l'immense cellier dans lequel il reposait.
Et nous avons dû détruire les murs de celui-ci. Et puis, je dû faire construire 4 énormes roues capables de tracter la charge de 20 tonnes du foudre. Incroyable. Mais poursuivez, s'il vous plaît. Nous avons mis 3 semaines pour amener le foudre à Paris, tracté par 12 paires de bœufs blancs du Morvan et assisté de 18 chevaux dans les passages les plus difficiles. Quel convoi! Vous n'avez pas dû passer inaperçu. Ah, certes non, monsieur le président. Et j'ai même dû racheter quelques maisons qui obstruaient le passage pour les détruire immédiatement. Et quand nous sommes arrivés à Paris, les barrières de l'octroi ont été enlevées pour que nous puissions passer. Incroyable, incroyable. Mais quel convoi! Dommage que vous n'ayez gardé une trace de cette épopée. Détrompez-vous, monsieur le président. J'ai gardé une trace. Et quelle trace? J'ai demandé à mes amis Louis et Auguste Lumière d'immortaliser cet instant. Et ils l'ont fait de façon magistrale. Et comment ont-ils immortalisé cet instant? On me parlait de filmer. Qu'est-ce donc ce procédé que je ne connais pas? Vous avez quelques minutes, monsieur le président? Hélas, mon ami, je crains que le président n'ait pas le temps. Trompez-vous, mon cher. Le temps, on peut le prendre lorsqu'il se mérite. Ah, ils sont beaux. Eh bien, les enfants, il est lourd ce foutu foudre. Mais tu as raison, je crois que je suis en train de me faire un tour de rein. Elisabeth, pousse plus fort, bon sang. Mais je pousse, bon sang! C'est derrière qu'il est le problème. Tiens, Jenna, retourne-toi 2 secondes voir ce qui s'y passe. Ah ouais, t'as raison, t'as les 2 feignantes, elles sont encore en train de jacasser. Et quoi? Pousse plus les garces? Plus du tout, ma pauvre, y a plus de respect. Attention les filles, vous voyez le panneau là? Hein, vous le voyez? Mais on peut pas lire tout le voir, idiot. C'est toi qui es devant. Alors lis-le nous toi-même. Alors d'accord. Ah, mais je sais pas bien lire le français, moi. Je viens de Hongrie, comme les bois des chaînons du foudre. Ah ouais, j'ai oublié, monsieur Eugène a fait appel à de main-d'œuvre étrangère. Quel fichu métier, vache de convoi exceptionnel. Mais t'énerve pas, Jenna. Et pousse plus fort, bon sang, sinon on va jamais y arriver. Bon, Vlad, tu nous lis là le panneau? Oui, attends 2 minutes. Passe-moi tes lunettes. Et les lunettes. Alors, rétrécissement de chaussée. Bordel, va falloir qu'on passe en filatière. Tu crois ça? Mais alors toi, Vlad, t'es pas la moitié d'un imbécile. Hein. Je comprends pas pourquoi Eugène a décidé de vous placer en tête de convoi. Hein. Ben, il devait bien avoir ses raisons, monsieur Eugène. Pas sûr du tout. En tout cas, moi, je ne les vois pas. En tout cas, c'est certainement pas pour votre intelligence. Ah, peut-être que si, peut-être que non, on va savoir. Hein, en tout cas, en principe, il réfléchit, monsieur Eugène. Oui, ben, tout le monde peut se tromper. Hein. Et Philandiane, comment on réalise ce petit prodige-là? Mais on le fait pas, Bourrique. Évidemment, c'est juste une certaine façon de détendre l'atmosphère. Ah bah je sais pas si ça détend l'atmosphère, mais en tout cas moi ça me détend, hein. Ouais, mais toi t'es bête à bouffer du foin. Ah ouais? Et tu manges quoi, toi, Jenna? C'est façon de parler, Vlad. Allez, tu marches sur quelque chose de pointu, je suis l'excellence d'abord. Allez, allez, avance, fais pas ta mijaurée. Eh, regardez devant, il y a une baraque qui bouche le passage. Ah bah là c'est sûr, on va pas passer. Y en a marre, je vous le dis, y en a marre. Mais arrête de t'énerver, jusqu'à là on est passé partout. Alors sois cool, ok? Tiens, justement, le chef de convoi, il va parler avec les proprios. Tout va s'arranger. Ouais, tout va s'arranger, mais on va encore perdre du temps. Et alors? T'es pressé? Il paraît qu'à Paris l'air est pollué. Et moi je suis fragile. Alors tant qu'on est sur la route, on respire.
Ah bah tu dis ça parce que t'es devant, hein, parce que nous, question respirer, on profite surtout de vous, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, je vois pas ce que tu veux dire là, explique pour voir. Oh, derrière! Faudrait peut-être vous voir à vous défoncer un peu, on en a marre de se casser le tronc pour une bande de tirs au flanc! Eh Gina, arrête de les engueuler, ils vont nous coller une grève. Et tu seras bien avancé là. Bon, d'accord, je vais me calmer. C'est vrai, j'ai oublié, elles sont en CDD derrière. On n'a pas les mêmes intérêts, c'est ça le problème. Ah bah enfin, tu commences à comprendre, allez pousse là. Mais pourquoi veux-tu que je pousse? On est arrêté là, tu le vois pas? Ah ouais, en effet, on a arrêté, je m'en suis même pas rendu compte. Hé, Lisbeth, tu le crois ça? Ils ont mis les fusils jaune devant. Mais Jenna, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de sexisme. Les taureaux devant, on les vole derrière. Résultat, vous va être en retard. Eh, derrière, si vous pouvez arrêter de beugler là, parce que là, ça commence à m'énerver, hein. Et puis aujourd'hui, c'est pas la journée de la vache, donc maintenant, vous poussez, on est reparti, hein. Merci, merci. Nous n'allons pas abuser plus longtemps de notre hospitalité, car d'autres lieux nous attendent, Monsieur le Président. Au revoir, Monsieur le Président. Et j'espère vous revoir bientôt dans mes caves ou dans mon château de Pékin, où j'aime à recevoir mes hôtes de marque. Je vous le promets, je serai bien sur le toit. Au revoir, monsieur. Donc, je vais vous présenter ce dernier plat. Alors, le dessert sera un sablé breton. Par-dessus le sablé breton, vous aurez une mousse à la framboise et un craquant au chocolat pétillant. Désormais, je vais vous laisser réfléchir à ce que ça pourrait être comme forme. Hein. Vous le saurez d'ici quelques minutes. Ensuite, à côté, vous aurez une crème renversée au caramel avec un biscuit rose d'orange. Le biscuit rose d'orange est une appellation d'origine contrôlée qui a été trempé dans le champagne, imbibé par le champagne, pardon. Et avec ceci, vous aurez une glace à la pêche de vigne. Voilà, bonne dégustation. Alors mon papy est en partie. Là, je suis là. Ah, il est là. Bonne Halloween. De vous présenter cette cuvée, donc brut rosé. Donc c'est Benoît. Donc c'est un assemblage de pinot noir, pinot meunier. Alors dans les proportions, on a l'habitude nous de dire pas de donner de chiffres avec notre chef de cave Christophe Beffon parce que ça peut varier d'une année à l'autre en fonction de la maturité des raisins. Pour un rosé, il n'y a pas de souci puisque ce n'est que du pinot noir et du pinot meunier, il n'y a pas du tout de chardonnay. Mais ça peut être de 35, 45, 55, ça dépend de la maturité des raisins. Donc la particularité en Champagne, c'est qu'on est le seul vignoble à pouvoir faire un rosé d'assemblage. Donc, il y a deux méthodes pour faire du rosé. Vous avez le rosé de saignée. Donc c'est la méthode classique dans laquelle on laisse les raisins au moment de la vendange macérer dans la cuve par macération. Et on arrête à un moment donné, on sépare les raisins pour obtenir la couleur. Alors c'est très difficile à faire parce qu'il faut arrêter au bon moment. Si vous arrêtez trop tôt, il va être trop pâle, et si vous arrêtez trop tard, il va être trop foncé. Donc c'est assez difficile à faire le raisin de rosé de saignée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plutôt des viticulteurs qui ont des petits volumes qui le font par cette façon. Nous avons choisi l'assemblage. Donc cet assemblage, on prend une partie de vin rouge, donc de pinot noir de nos vignes, que l'on vinifie en vin rouge de Champagne, et ensuite on assemble avec cuvée de blanc et on laisse ça donne le rosé d'assemblage. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr d'obtenir une couleur régulière d'année et d'une cuvée à l'autre. Et je pense que pour un consommateur, c'est très déstabilisant d'être habitué à une marque et d'avoir un rosé qui change de couleur. C'est pour ça que nous avons préféré, nous préférons cette méthode qui est la seule vignoble à le faire. Donc tous les raisins proviennent de nos vignes de la région de la montagne de Reims, donc de Mareuil-sur-Aïaï. Et le raisin, la vinification se fait dans nos caves. Donc
notre cave. C'est notre chef de cave, Christophe Bonneton, qui a d'ailleurs monté une unité de vin rouge, et de vin rouge de Champagne. Alors les plus connus vins rouges de Champagne, je ne sais pas si vous en connaissez, mais on connaît beaucoup Bouzy. Mais il y en a d'autres, il y a Cumière, Vertu. Voilà, donc c'est un vin qui est vieilli 2 ans de cave. Le minimum légal c'est 15 mois. Et nous sommes à 2 ans de cave. C'est un champagne qui va très bien, qui peut aller en apéritif, qui peut aller aussi en accompagner un repas, par exemple avec un carré d'agneau, ça va très très bien. Ou alors avec un dessert, donc plutôt des desserts au plus. Au niveau des arômes, vous allez retrouver tous les arômes de petits fruits rouges, des bois, fraises, ou les confitures de fraises, quand nos grands-mères font les confitures de fraises et vous mettez le nez au-dessus de la basilic. Voilà, c'est les arômes de fraises, de fruits rouges. Voilà, il y a une bonne dégustation et c'est un champagne que vous trouvez dans le commerce sans problème. Alors, le Bouzy est cher parce que le vin rouge en Champagne est très rare. Vous savez que c'est le même raisin pour faire du champagne. Et le prix du kilo de raisin, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes le raisin le plus cher du monde, puisque 1 kilo de raisin coûte à peu près, avec toutes les primes comprises, 6 €. Et il faut 1 kg de 150 pour faire une bouteille. Donc déjà, vous avez à peu près 7 € à 7,50 € pour faire une bouteille de champagne. Vous voyez, quand vous trouvez des champagnes à 9-10 €, bon, c'est pas des qualités. Alors, on peut trouver des qualités, hein, je ne mets pas du tout en cause. Mais voilà, vous avez raison, il faut que vous cherchiez, et ça peut varier d'une cuvée ou d'une bouteille à l'autre quand on achète. Donc pourquoi c'est cher? Parce que c'est difficile de faire du vin rouge. En plus, c'est un vin rouge qui ne voyage pas beaucoup, il vaut mieux le boire sur place. Et puis, Bouzy a été un des premiers villages, parce que c'est le village de Bouzy, à commercialiser du vin rouge. Et donc, comme on est quand même assez proche de la Champagne, puisque de Paris, pardon, il y a 150 km, les gens de Paris qui venaient, il y a une question de mode, etc. Ils ont beaucoup acheté à Bouzy, parce que Bouzy a été un des premiers à le mettre en avant. Voilà. Dans des années où ils avaient peut-être une sous-production de vin, et au lieu de le faire en Champagne, ils ont trouvé voilà. C'est pour ça que vous allez à Cumière, par exemple, qui est un village à 5 km d'Épernay, qui font d'excellents vins rouges de Champagne. Monsieur Alphand, je vous remercie pour ces quelques heures passées en votre compagnie qui m'ont permis de voir que cette exposition universelle était certainement la plus extraordinaire qui soit. Merci, Monsieur le Président. Vos remerciements me touchent, mais c'est moi qui vous remercie d'être venu et de vous être intéressé à tous les détails de cette exposition. Mais j'ai trouvé de l'intérêt. D'ailleurs, j'ai même rencontré nombre de personnes sortant de l'ordinaire et cela m'a rassuré sur l'avenir de l'humanité. Je ne comprends pas, Monsieur le Président. Eh bien, Monsieur Alphand, tant qu'il y aura des gens de cette trempe, la Terre continuera à tourner dans le bon sens. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement? Mais je ne veux pas, monsieur. Je note simplement qu'il y a dans ce bas monde quelques personnes
indésirables et indélicates qui veulent s'enrichir trop facilement et surtout, eh bien, pas honnêtement. Ah, Monsieur le Président, vous faites certainement allusion à l'affaire de Panama qui décrit la chronique comme l'une des plus graves crises que la France n'ait jamais connue. Oui, peut-être. Mais ne gâchons pas la fête. Que m'avez-vous réservé pour clôturer cette journée riche en émotions? Monsieur le Président, connaissez-vous le Moulin Rouge? Oui, j'en ai entendu parler, bien que je n'ai pas eu le plaisir de m'y encanailler. C'est bien normal, Monsieur le Président, car il est ouvert seulement il y a quelques semaines. Et alors, Monsieur Altran? Eh bien, Monsieur le Président, je vous propose de vous y emmener pour que vous découvriez justement ce spectacle dont tout le monde parle aujourd'hui. Pourquoi pas, Monsieur Altran? Je vous suis avec curiosité. D'autant plus que je me suis laissé dire que le spectacle qui était assuré par une armée de jeunes filles qui sont là pour danser ce divin chahut parisien avec une élasticité lorsqu'elles lancent leurs jambes en l'air qui présage d'une souplesse mentale au moins égale. Oh, Monsieur le Président, vous vous encanaillez déjà. Oui, mais c'est pour me mettre dans l'ambiance. Quand je pense que les Angliches nous regardent de haut, Et après, as-tu besoin d'eux? diable non, mais ça m'embête. Mais enfin, Louise, pourquoi te préoccuper d'eux? Pourquoi donc? Je ne sais pas, mais ça m'embête. Na, je boude. Bon, eh ben voyons, Madame Louise Wood. Eh oui, je boude. Louise, tu sais qu'on a une représentation dans 45 minutes. Eh oui, je sais. Et alors, il faut se préparer. Mais non, je te dis, je boude. Ah ah. Louise, on s'en fout des Anglais. De toute façon, on n'est pas au rugby. Et même au football. Eh les gus, moi le rugby, je m'en tamponne les coquillages jusqu'au Navidad. Ça doit faire mal, non? Si t'en as d'autres comme ça, surtout n'hésite pas. Ça n'est pas mais je me les garde. Bon, les filles, il faut aller changer. Le tout Paris nous attend. Ouais, mais pour encore nous attendre, hein, parce que j'ai pas fini de bouder. Hein. Dis, Louise, soit tu arrêtes de bouder, soit je te remplace. Chiche. Céleste, fais-le s'il te plaît. Elle m'énerve, elle m'a foutu en l'air toute la revue. Louise, je compte jusqu'à 3. Si tu te décides pas, je te remplace. Compte pas, fais-le. 1. Quelle teigne? 2. Elle va pas céder, laisse tomber. 3. Vienne, va chercher le dégon. Oh non, pas cette garce, hein. Et puis t'as vu ses dents? Mais qu'est-ce que t'en as à faire puisque tu n'es pas concerné? Comment ça, pas concerné? Bah oui, tu boudes, donc t'es pas concerné. Bah oui, peut-être. Mais peut-être aussi que je vais m'arrêter de brûler. Oh, toi, mouche, tais-toi, parce que le spectacle, il reste en moi. Hein. Toi, tais-toi, là, la saucisse. Hein. Saucisse, j'ai pas de gueule de saucisse. Hein. Eh bien, j'avais pas regardé, mais maintenant que tu le dis... De toute façon, ton préféré, c'est pas toi. Ça, c'est bien vrai. Et d'ailleurs, je ne savais pas pourquoi on discute avec toi. Bah parce que justement, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Tout simplement. Ah, tu crois ça, toi? Non, non, je le crois pas. J'en suis certaine. Prétentielle, genre. Et pourquoi on ne pourra pas se passer ça? Bah parce que c'est moi qui lève la jambe le plus haut. Comment elle s'y croit, celle-là? Et en plus, le grand écart, tu te le rates une fois sur deux. Non, non, je l'ai raté que 2 fois et c'est parce que j'avais un tour de haut. Et c'était qui le tour de rat? Bon, les filles, ça suffit maintenant. J'en ai marre. Il reste 30 minutes, vous allez vous changer. Mais t'as vu comment elle me parle, ces 2 pétasses là? Tu vas un peu chercher, Louise, quand même. Ouais, mais c'est pas une raison de toucher à mes qualités professionnelles. Lesquelles? Comment ça, lesquelles? Bon, allez, les filles, on fait la paix. Le président Carnot nous attend. Il est venu? Oui. Comme si tu ne savais pas. Oui, oui. Et même Eugène Mercier, Alphand, Annie Hockey et Buffalo Bill. Ainsi que Gustave Eiffel. Même Gustave Eiffel? Allez les filles, on se dépêche. Eh ben, il en aura fallu du temps, madame, pour décider. Bon, Ellie, c'est bon, hein, sinon je me remets à bouger. Hein. Bon, allez, les filles, vous arrêtez là, on se concentre, on y va.
Monsieur Mercier parmi nous et on tenait vraiment à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bon, maintenant qu'on est parti pour remercier tout le monde, on va aussi faire les personnes qui sont, on va dire, dans l'ombre et qu'on remercie pas forcément beaucoup, mais on pense fort à eux. Donc il y a Nanou qui s'occupe de tout ce qui est partie théâtre. Après, il y a Olivier, notre chef de cuisine. Et après, on finit par monsieur le directeur, monsieur Philippe Gombert. Vous avez laissé vos trucs là. Voilà, une autre soirée qui se termine. L'heure est un petit peu tardive, mais j'espère que vous ne le regrettez pas. Et simplement, je pense que ceux qui sont habitués à venir ici, vous notez certainement qu'au fur et à mesure que le temps passe, les difficultés augmentent. Aujourd'hui, c'était une soirée difficile parce que il y avait beaucoup de textes, des personnages qui ont réellement existé, donc c'est pas forcément très facile. Il a fallu mêler à la fois l'amusement, l'humour et puis les passages où on apprend des choses. J'espère que vous avez profité des deux. Et puis je voudrais remercier à mon tour les élèves, parce que quand ça va pas, je leur dis aussi, hein, vendredi, c'était moins enjoué, moins gai, moins agréable. Et aujourd'hui, même s'il y a eu des petites choses, on verra ça demain. Et déjà disque jockey là, c'est pas possible. Hein. Mais en tout cas, non, moi je suis fier d'eux ce soir. Il reste 3 soirées. 3 soirées qui sont probablement les 3 plus difficiles, bien sûr, hein. Notamment la semaine prochaine. La semaine prochaine, croyez-moi, le programme va être lourd, puisque on va commencer mardi avec Cyrano de Bergerac. Et on terminera vendredi, ce sera la dernière des dernières, avec les lettres de Montmoulin. Je vous promets que eux ils connaissent pas encore les textes, hein. Mais je vous promets que ça va être costaud. Hein. Donc, et en passant par le message d'éditeur. Et simplement, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, j'avais 2 moments que j'appréhendais bien sûr. Hein. Un moment, c'était quand Teva, il est où Teva? Voilà, quand Teva a fait la longue. J'étais pas franchement inquiet, hein, parce qu'aux répétitions c'était déjà bien passé. Et puis le deuxième, c'est quand Benoît devait inviter son arrière-petit-fils qui n'était pas prévenu, bien sûr, il n'était pas dans le coup, Emmanuel. Hein. On avait dit qu'il allait être surpris. Voilà. Et donc pendant toutes les répétitions, Benoît, à chaque fois que je lui dis ça, il dit non mais t'es sûr qu'il va pas se vexer, quand je vais le tutoyer, je vais l'appeler mon petit, tu es sûr que ça va bien passer. T'inquiète pas, je connais Emmanuel, il n'y aura pas de problème, Et puis bon, finalement ça s'est bien passé. Et voilà, ils ont osé. Mais ce que je retiens, ce qui me fait plaisir, et ça augure bien de l'année prochaine, c'est que en fait c'est des défis perpétuels. Quand j'ai montré le texte à Teva, je lui ai dit bon écoute, je sais que tu aimes bien les défis et tout, mais regarde ça, est-ce que tu es capable là pour dans 3 jours c'était avant le week-end quand même, et est-ce que tu es capable de le faire? Il me dit il n'y a pas de problème, moi ça me plaît, voilà. Et donc c'est lui qui fera Cyrano aussi. Et c'est vrai que ce genre de défis, on les imagine pas aujourd'hui. On dit les jeunes, ils n'ont plus envie de ceci, ils n'ont plus envie de cela. C'est vrai qu'il y en a beaucoup malheureusement qui n'ont pas envie, mais il y en a aussi qui ont envie. Et c'est ces jeunes-là qu'il faut évidemment aider. Alors ça me fait penser à quelque chose. Je me dis déjà, je me prépare déjà pour l'année prochaine, parce que dans ceux qui vont arriver, il y en a 2 ou 3 qui ont à peu près ce gabarit-là. Et donc je me dis, ça va être une succession de défis. Je vais me régaler à écrire des trucs super compliqués là. Et ils vont se tirer la bourse, ça va être super. Et eux, ils vont venir regarder ça tranquille de haut maintenant. Hein. Voilà. Et puis la dernière chose, comme je les ai souvent molestés, les grands, les 2e années pendant toute l'année, avec Olivier, on les a souvent secoués. Je voudrais dire que cette semaine, enfin,
Mais cette semaine, j'ai commencé à voir des... Oui, enfin. Non, mais oui. Voilà, je commence à voir des choses qui me font plaisir, qui se prennent mieux en charge, ils ont mieux appréhendé les fonctions qui sont dans l'ombre, hein, celles que vous ne voyez pas là, ça c'est le résultat final. Mais tout ce travail de préparation qu'on leur demande de prendre en charge parce qu'ils doivent encadrer leurs camarades, ben, c'est vrai que pendant des mois ça s'est pas fait. Et puis voilà, le déclic a eu lieu, peut-être aussi qu'en force de les pousser, ils ont compris. Et voilà, là je le dis pour Mathieu aussi, puisque c'est la prochaine soirée et c'est beaucoup mieux que d'habitude, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc je suis fier d'eux et j'espère que vous avez apprécié cette soirée. Allez, c'est parti.